que vous trouvez qu'il devrait à tout le moins siéger sur la table des parties prenantes ou pas? Je vais répondre. Personnellement, il me semble que je préférais que le conseil d'administration, qui est décisionnel sur l'ensemble, soit le plus indépendant possible et qu'à la limite, la table des parties prenantes soit un lieu où on consulte tout le monde, incluant les distributeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, selon notre compréhension du projet de loi, serait consulté sur ces plans directeurs-là ou pourrait l'être via la Régie de l'énergie, lorsque la Régie de l'énergie va examiner le plan directeur. Donc, il y a déjà là un lieu. Et pour les distributeurs, c'est clair pour nous qu'il y aura nécessairement une discussion constante entre la TEC et les distributeurs d'énergie, parce qu'on ne pourra pas mettre en œuvre des programmes qui visent les clients d'Hydro-Québec sans parler à Hydro-Québec, et même chose pour Gaz Métro, et même chose jusqu'à un certain point peut-être pour les distributeurs. Alors, l'idée, c'est de dire, puisqu'ils vont être déjà très, très, très consultés et actifs dans ces conversations-là, bien, faisons en sorte que le conseil d'administration, lui, puisse prendre des décisions disons, avec le plus d'indépendance possible. Monsieur le ministre, 2 minutes 30. Oui. Monsieur le député Dubuc. Monsieur Tabou. Ça m'amène, Monsieur le Président, la ministre vient de poser une question, mais ça m'amène à poser cette question-ci. Qui voyez-vous comme personne indépendante sur le conseil d'administration? Indépendance, là, c'est un bien grand mot, là, mais... Bien, dans le fond, notre principale préoccupation est à l'égard des distributeurs d'énergie qui ont un conflit d'intérêt clair, c'est-à-dire qu'eux veulent vendre l'énergie, puis l'objectif de la TEC, c'est de diminuer la consommation d'énergie. Donc là, il y a comme un débat difficile, d'une part. D'autre part, il y a aussi des situations où la TEC serait appelée à faire du transfert, donc de dire, par exemple, on veut que les gens qui chauffent au mazout chauffent à l'électricité. Alors là, c'est plus difficile de négocier ça. Pour le reste, je pense qu'il y a une grande expertise en énergie au Québec, donc je pense que vous n'aviez pas de difficulté à nommer des gens qui ont une indépendance à l'égard du mandat de la TEC. Ça va être aussi dur que choisir un jury, ça va être assez compliqué. Maintenant, une autre question, M. le Président, si vous me permettez. Je vous entendais tout à l'heure, je pense que c'est vous, M. Ribault, qui avez dit ça, ou non, je pense que c'est M. Guilbeault qui a dit ça, que vous n'étiez pas favorable à l'hydroélectricité, vous n'étiez pas contre, là, mais vous aimez mieux les éoliennes. On a vu des gens que les éoliennes, là, c'est assez, là, on en a assez. On a vu qu'ils sont venus nous voir là-dessus. Comment voulez-vous que le Québécois se démêle dans tout ça? Bien, en fait, c'est pas question pour nous de faire un concours de popularité. Simplement, sur la base des coûts, l'éolien, en termes de grands projets, est ce qui coûte le moins cher présentement au Québec, si on a besoin si on a de nouveaux besoins électriques. Et ce matin, on proposait à votre collègue de l'Environnement d'avoir une cible beaucoup plus ambitieuse en matière d'électrification. Donc, il est possible qu'à court, moyen terme, on ait plus de besoins électriques si on fait plus d'électrification. Mais c'est pas... simplement que l'éolien coûte moins cher que l'hydroélectricité. Et quand on regarde les sondages d'opinion qui sont faits au Québec, au Canada, de façon générale, l'éolien est de loin la source d'énergie. L'éolien et le solaire sont les deux sources d'énergie les plus populaires, plus que l'hydroélectricité. Mais bon, encore une fois, là, on n'a pas fait de... C'est pas ce qu'on a analysé. Et la base de notre proposition n'est pas sur la popularité, autant que sur les coûts. Mais si on regarde les sondages, vous verrez là, que l'éolien est encore très populaire au Québec, en général. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Je vous remercie. C'est ce qui met fin à cet échange. Parfait. Alors, on a maintenant un bloc de 9 minutes avec l'opposition officielle. Monsieur le député de Saguenay. Merci, M. le Président. Bienvenue à vous deux. Merci de votre présence. Je vais poser une question parce que mes collègues veulent vous en poser des questions. Je vais vous donner la chance de le faire. Moi, j'aurais une question par rapport à l'efficacité au niveau administratif de la TEC. Il y a à l'intérieur du processus administratif la table des parties prenantes. C'est quoi la plus-value de cette table-là, selon vous? Est-ce qu'il y aurait des changements à faire? Je veux vous entendre là-dessus. Parce que pour nous, c'est pas trop clair. Beau. Je vous dirais qu'à la lecture du projet de loi, puis c'est la seule information qu'on a obtenue, là, on a effectivement, je pense que le fait de consulter le plus de monde possible, c'est jamais une mauvaise chose. En même temps, pour nous, c'est évident que
si on va à la régie, il y a normalement à la régie un processus qui permettrait à des partis comme nous, ou comme des distributeurs, ou comme d'autres, d'intervenir. Donc, ce qu'on voudrait s'assurer, du moins dans notre cas, c'est que la table des parties prenantes ne soit pas une structure qui vient alourdir le processus d'approbation des plans. Je pense qu'il faut s'assurer de ça dans la construction de ce projet de loi-là. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas contre une table des parties prenantes. Là. Monsieur le député. Ça résume bien là, notre position. Disons qu'on lit ça, puis à partir de la lecture qu'on fait, moi je trouve que le processus a l'air assez lourd. Puis éventuellement, j'imagine que vous allez suivre le travail article par article, éventuellement. J'imagine que vous allez suivre ça. Puis vous allez voir qu'on va travailler justement pour. Puis je pense que le ministre semblait assez ouvert à ça, là, d'essayer d'alléger le processus un peu pour faire en sorte qu'on arrive à des résultats plus probants, plus rapidement. Je vais laisser mes collègues le soin de poser des questions. D'être efficace en matière d'efficacité énergétique. Oui, Je pense c'est que ça. Ben oui, exact, c'est ça. Alors, je laisse la parole au député de Gaspé. Bonjour, messieurs, ça fait plaisir de vous entendre. Rapidement, le temps est compté. 2 questions. Une première concernant l'éolien. Je suis content d'entendre, M. Guilbeault, ce que vous avez mentionné, parce que je me souviens aussi aisément de mémoire d'avoir lu dans la politique énergétique le fait que le gouvernement du Québec invitait déjà Hydro-Québec à plancher, hein, c'est le thème, je pense, plancher sur un méga projet futur après la Romaine. Donc, je comprends que pour vous, c'est pas un choix qui serait le plus judicieux. Donc, c'est clair, des énergies plus vertes, renouvelables, telles l'éolien notamment, seraient des... Surtout avec la question des coûts, comme vous l'avez mentionné, au moment où on se parle, là, on peut faire dire à peu près ce qu'on veut à des chiffres. Mais là, je pense qu'il y a un large consensus à l'effet que l'éolien, pour l'instant, est vraiment moins cher que la grande hydraulique. Donc, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, vous le confirmez. Bon, excellent. Deuxième question, ce qui est un peu plus touché, du côté de la protection des plans d'eau. Le projet de loi 106 ne prévoit pas de protection de certaines baies, dont la baie de Gaspé, la baie des Chaleurs et la baie de Malbaie. Il y a des protections temporaires, il y a des décrets ministériels qui existent présentement, mais le décret qui est en vigueur présentement de façon temporaire prévoit que dès qu'il y aura un cadre général législatif, ce décret-là pourrait tomber. Donc, contrairement au fleuve Saint-Laurent, puis à l'estuaire du Saint-Laurent, les 3 baies en question sont quand même très importantes à mon avis, comme député de cette région-là. Est-ce que vous pensez qu'on devrait étendre l'application du projet de loi 106 dans le but de donner une protection permanente à ces plans d'eau-là? Est-ce que pour vous, c'est un enjeu majeur, tant au plan phonique, environnemental que touristique, ou même pour les gens qui habitent ces milieux de vie? Monsieur Guilbeault. Réponse, c'est un enjeu majeur. C'est hélas un enjeu sur lequel on n'a pas d'expertise à Équiterre et un enjeu qu'on n'a pas étudié. On laisse ça à certains de nos collègues, vous savez, dans le monde écologiste, on essaie aussi d'être efficace. Alors, on se répartit un peu la tarte des enjeux et c'est pas quelque chose qu'on a regardé. Alors, est-ce que la question de la protection de l'eau est une question très importante? Bien sûr que oui. Mais par contre, dans le cadre de ce projet de loi-là, c'est pas quelque chose qu'on a étudié. Je suis vraiment désolé. De façon plus générale, si vous aviez des bonifications à apporter au projet de loi 106, nous on est ici en commission pour ça, est-ce que vous auriez j'ai pris connaissance de votre mémoire avec intérêt, mais selon vous, peut-être en rafale, quels sont les éléments qui vous apparaissent les plus importants et qui peuvent être absents du projet de loi 106? Est-ce que vous avez des éléments spécifiques là, comme élu que nous devrions prioriser dans notre évaluation? Monsieur Guilbeault. Ben, je pense qu'on a fait, à la page 22, on a mis les recommandations principales. On en a mis 8. Il y en a plus que ça dans notre mémoire, mais dans l'intérêt du temps, là, je pense que si vous vouliez voir ce qui est, à notre avis, prioritaire comme modification, bonification, projet de loi, c'est vraiment la page 22. Vous allez retrouver ça, pas pour dire que nos autres recommandations ne sont pas pertinentes, là, mais celles-là, à notre avis, sont les principales. Justement, la page 22, vous allez quand même assez loin dans votre affirmation. Vous dites que l'énergie éolienne doit être développée rapidement pour profiter des biens, doit être développée rapidement pour profiter des marchés extérieurs. Effectivement, c'est le cas. On voit que partout dans le monde, il y a un engouement, il y a une reconnaissance de l'importance de l'éolien. Et nous, au Québec,
Après avoir développé une expertise d'une dizaine d'années, on abandonne, entre guillemets, le marché domestique, le marché québécois, mais on dit à nos entreprises, écoutez, c'est beau l'éolien, allez vendre de l'éolien partout dans le monde, mais nous, comme État, on n'achète plus pour un bout de temps. Ça fait spécial comme publicité du gouvernement du Québec. Et vous allez jusqu'à dire qu'on devrait interrompre la construction de nouveaux barrages hydroélectriques. Vous êtes clair dans votre affirmation à ce niveau-là? Interrompre la construction de nouveaux barrages? À l'article 3. M. Guilbeault. Simplement ce que Steven, M. Guilbeault disait tantôt, qu'on ne voit pas que l'hydroélectricité au Québec, c'est l'avenir dans la mesure. C'est une question de coût. Équiterre ne s'est jamais opposé à un projet hydroélectrique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas une historique de se battre contre l'hydroélectricité, pas du tout. Mais c'est simplement une question de coût. On suit par contre de près l'évolution des coûts des différentes formes d'énergie. Présentement, la production d'énergie éolienne est la forme de production d'électricité la moins dispendieuse en Amérique du Nord, toute source de confondue, incluant le charbon, incluant le gaz naturel. Et donc, parce que à chaque fois on a fait les barrages les moins chers au début, les plus rentables, et plus le temps passe, plus on arrive à des barrages qui sont plus complexes à construire, qui coûtent un petit peu plus cher. Donc, c'est simplement une question de coût. L'analyse qu'on fait ici n'est pas basée sur une analyse autre que celle des coûts. Ce qu'on veut dire, la portée des marchés extérieurs, c'est qu'on le sait, il y a une résistance historique dans le Nord-Est à l'hydroélectricité, aux grands barrages, suite à toute une série d'événements historiques. Le fait de proposer à nos collègues dans le Nord-Est un mélange d'hydroélectricité et d'éolien pourrait faciliter l'acceptabilité sociale de projets d'exportation qui peuvent être plus difficiles présentement si tout ce dont on fait la promotion, c'est de l'hydroélectricité. Parce qu'il y a une perception, à tort ou à raison, négative dans une partie du Nord-Est qui s'améliore un peu quand même, mais l'éolien pourrait permettre d'aider encore plus à atteindre cet objectif-là. Merci. Oui, un petit peu moins d'une minute, monsieur le député de Bonaventure. 50 secondes. Écoutez, tout à l'heure, vous avez dit, bonjour messieurs, vous avez dit que c'est un projet de loi bicéphale. Nous avons demandé, et mon collègue a demandé ici la séparation des deux projets de loi, donc TEC et la loi sur les hydrocarbures. Mais actuellement, on est pris dans un contexte où là, c'est comme vous présentez une position sur TEC, puis d'autres gens viennent nous présenter leur perception ou leurs interrogations sur le projet de loi sur les hydrocarbures. En 30 secondes, selon vous, quels seraient les éléments essentiels à regarder dans le projet de loi sur les hydrocarbures? Qu'est-ce qui serait vraiment important? Puis je vais reprendre les paroles de mon collègue. En tant que parlementaire, guidez-nous pour que nous puissions revendiquer en votre nom des amendements. Alors, c'est tout le temps que nous disposons pour ce bloc. Alors, vous pourrez continuer, retenir votre réponse et continuer avec la députée de Saint-Hyacinthe, de la deuxième opposition, pour 6 minutes. Allez-y, madame. Bonjour. Je suis obligée de vous dire que je partage plusieurs de vos points dans le mémoire. Je vais commencer par le projet de loi qui doit être ne veulent pas le scinder en deux, comme ils semblent ne pas vouloir, va avoir un effet négatif, en fait, sur notre transition énergétique. Parce que s'il ne le scinde pas en deux, évidemment, il ne sera pas adopté aussi rapidement comme il n'y a pas de consensus entre parlementaires, ça risque de s'étirer. Alors, vous partagez cette crainte-là? Je pense que vous avez tout à fait raison. On peut voir assez rapidement dans la salle que sur les aspects de transition énergétique, il y a des différences de point de vue sur des éléments, mais pas sur le fond. De ce que j'entends des questions que vous me posez, que vous nous posez. Par contre, sur le volet hydrocarbures, on voit que c'est très, très, très différent. Et oui, c'est tout à fait notre crainte. L'autre point, votre point 5 du mémoire, sur l'atteinte des cibles. Justement, je soulevais le point avec un groupe précédemment. Le fait, l'importance de bien encadrer puis de bien identifier qu'est-ce qui est le plus nuisible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'on doit le cibler pour l'éliminer, parce que si le travail n'est pas fait de cette façon-là, on n'arrivera jamais à atteindre l'objectif qui est en soi, en plus,
c'est un gros objectif que le gouvernement s'est fixé. Est-ce que vous pensez qu'avec le projet de loi tel qu'il est, avec la nouvelle organisme, le TEQ, on va arriver à faire ce travail-là? Parce que, en tout cas, je vous pose la question, le fait d'avoir des enveloppes un peu partout, c'est pas mieux de regrouper le tout, puis de faire les choix judicieux pour justement le choix en teneur, en transition énergétique et non pas un choix, puis on s'en va vers les élections, donc pour éviter les choix qui seraient plus politiques en fait. Je pense qu'effectivement, on revient un peu sur la question du mandat. Bon, l'échange qu'on a eu tantôt avec le ministre nous disait que ça se retrouve quand même dans la loi, mais notre proposition est de mettre la réduction des gaz à effet de serre carrément dans le mandat. C'est l'article 4, entre autres, du projet de loi. Et on pense que si ça se retrouve au cœur de la mission de cette organisation-là, ben on a une plus grande assurance que ça va faire partie des plans d'action. Et lorsqu'on parle des différents plans directeurs successifs que cet organisme-là adopterait, ben on s'entend qu'on a déjà un objectif sur les gaz à effet de serre qui est très clair, et donc c'est à partir de cet objectif-là que la FEC devrait développer l'ensemble de ses objectifs pour l'ensemble de ses programmes. On devrait toujours se rapporter à cet objectif-là. Et encore une fois, on pense que la FEC peut faire partie non seulement de l'amélioration de l'efficacité énergétique au Québec en général, mais aussi de la réduction des gaz à effet de serre. Si on y apporte quelques modifications pour faire en sorte que ce soit un organisme, que les coûts des franges, en fait, pour y arriver. Et qu'on ne l'évalue pas sur les détails des programmes, mais sur l'atteinte des cibles. Qu'elle soit efficace, en fait. Partagez-vous le fait de vouloir aller trop vite et pas prendre le temps justement de faire une bonne planification en tenant compte de ce qu'on vient d'énumérer, puis en tenant pas compte également du marché, parce que je pense qu'il faut tenir compte du marché actuel puis de la disponibilité quand on parle également on peut parler de voitures électriques, mais je pense que le marché, il faut en tenir compte. Est-ce que vous pensez que vouloir aller trop vite va nous nuire? Parce qu'à vouloir en faire trop vite, vous n'avez pas cette crainte-là qu'on ne le fera pas aussi bien que de faire une bonne planification par étapes, quitte à mettre certains, parce que je me réfère également au projet de loi 102, quitte à faire à mettre en vigueur certaines lois un petit peu plus tard. Ce que je vous dirais, c'est que c'est beaucoup une question d'approche et de vision. On a tendance à être très prescriptif. Donc, Sidney le disait en introduction, mettre beaucoup d'accent sur les processus plutôt que sur les résultats. Vous savez, dans le cas du bâtiment, il dit, bon, ben, on doit mettre tant de pouces d'isolation dans les murs, puis les coupe-vents. En Allemagne, on a une cote pour les bâtiments qui est basée sur la performance énergétique. Alors, on dit aux gens, là, aux entrepreneurs, faites ça comme vous voulez, là, mais il faut que votre bâtiment ait une cote énergétique de X consommation de kilowatts par kilowattheure par mètre carré. Puis si votre bâtiment ne passe pas, bien, vous ne pouvez pas le vendre. Alors, on n'est pas dans... Je pense que c'est cette même vision-là qui devrait nous guider en efficacité énergétique. On se donne des objectifs, puis après ça, on laisse la tech développer les moyens d'atteindre ces objectifs-là, mais que tout le monde et sa mère ne soient pas en train de dire « Ah non, c'est pas... Le programme, il devrait être comme ça plutôt qu'être comme ça. » Laissons l'organisme prendre son envol et donnons-lui des objectifs ambitieux, puis ensuite laissons-la développer les moyens. Et le temps que nous avons pour ce bloc, malheureusement, alors nous allons poursuivre avec un dernier bloc de 3 minutes avec Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Alors, elle est à vous. Merci, M. le Président. Bonjour, messieurs. C'est sûr que ce que j'entends dans votre prise de parole, c'est de dire que ça fait assez longtemps qu'on souhaite entrer à pieds joints dans la transition énergétique, qu'il ne faudrait pas se retarder, puisque au niveau des hydrocarbures, il y a, et les 3 partis d'opposition sont clairs là-dessus, nécessité de réfléchir plus longuement. L'autre partie, on est prêt, on a des cibles, on a déjà même un peu flirté là-dedans, on a déjà eu des programmes,
Alors, allons-y pleinement, allons-y dès maintenant. Je pense que j'entends ça. Probablement aussi que vous êtes de ceux qui, comme nous, croyons que le Québec a la chance de ne pas être lourdement engagé dans l'industrie des hydrocarbures. Malgré les subventions collectives que nous avons, malgré l'argent collectif que nous avons mis dans une multitude de projets, on se retrouve en 2016 en n'étant pas trop lourdement engagé. Donc, ce que vous nous dites, c'est pressons-nous pas trop, parce que oui, le reste de la planète est en train de s'en désengager de ça. D'ailleurs, je nous rappelle collectivement que depuis le 8 août, nous avons atteint le jour du dépassement de la table. Hein? Vous savez, ce moment clé où, à partir du 8 août, tout ce qu'on consomme, c'est parce qu'on le vit à crédit, parce que c'est du non renouvelable, c'est du... Alors, c'est dramatique. Vous avez fait état qu'il y a des expériences à travers le monde qui ont pris acte du défi du 21e siècle et qui mettent plutôt des lois de désengagement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus, M. Guilbeault? Bien, écoutez, il y a énormément d'exemples là, qui vont dans cette direction-là, mais juste vous rappeler qu'en 2011, les compagnies de charbon aux États-Unis, les compagnies privées de charbon valaient 36 milliards. Elles valaient au début de l'année 185 millions. Il y a 2000 milliards présentement qui sont désinvestis du pétrole par des fonds de travailleurs, des groupes religieux, des États qui se retirent. On a vu à Paris, par exemple, le directeur de la Banque centrale de Grande-Bretagne créer un groupe de travail avec Michael Bloomberg sur les risques financiers de continuer à investir dans les hydrocarbures. Alors, il y a plusieurs pays, on pense notamment au Danemark, à la Suède, des États aussi, sans être nécessairement des pays, qui se donnent des objectifs pour être 100%, il y a 50 pays qui l'ont annoncé à Paris, qu'ils allaient être 100% électriques, donc 100% énergie renouvelable d'ici 2050, notamment des pays en voie de développement. Alors, si ces pays-là, avec des moyens quand même plus limités que nous, se donnent ce genre d'objectifs-là, pourquoi pas nous? Alors, c'est malheureusement ce qui met fin à cette présentation fort intéressante. Merci beaucoup de votre participation, M. Ribault, M. Guilbeault. Je vais suspendre quelques moments pour permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.